Abordons maintenant la deuxième partie de notre cours sur les techniques de neurochirurgie disponibles dans le traitement de certains troubles psychiatriques réfractaires. J'aborderai deux techniques, la radiochirurgie stéréotaxique et la stimulation cérébrale profonde. Alors, la radiochirurgie stéréotaxique, c'est une technique qui a plus de 50 ans et qui a été mise au point par un neurochirurgien suédois, Lars Leksell. L'idée étant de remplacer des gestes chirurgicaux lésionnels, et notamment, c'était surtout la thermocoagulation qui était utilisée à l'époque, par des rayonnements. À l'époque, des rayonnements X. À l'heure actuelle, on utilise un gamma knife que l'on voit ici. Alors, l'idée est de produire un rayonnement gamma de haute énergie à partir de centaines de sources de cobalt situées autour du patient. Ces sources vont générer plusieurs faisceaux qui vont se focaliser et se concentrer sur une région cérébrale et créer une lésion. Cette précision se fait est de l'ordre du millimètre. Pour générer cette lésion, et plusieurs temps vont être opératoires, sont nécessaires. Et donc, dans un premier temps, il y a la pose d'un casque de stéréotaxie qui va servir à faire un plan de référence pour pouvoir déterminer de façon précise la région sur laquelle intervenir. Cette pose ne se fait pas sous anesthésie générale et nécessite la plupart du temps une simple légère sédation. Deuxième temps, c'est l'acquisition de plusieurs séries d'images qui permettent de visualiser à la fois le système de référence, le casque, et les structures intracrâniennes à cibler. Troisième étape, c'est la procédure qui va planifier la dosimétrie à l'aide de logiciels sur lesquels on va réutiliser l'imagerie précédemment faite et déterminer la dose à utiliser ainsi que le nombre de tirs à réaliser au cours du traitement. La dernière étape, c'est celle-ci, c'est l'étape de traitement, d'irradiation proprement dite. Elle est indolore, elle ne se fait pas sous anesthésie générale et dure la plupart du temps chez les patients entre 2 et 3 heures de traitement. Les cibles qui sont utilisées dans le traitement des troubles psychiatriques sont triples et sont les mêmes dans la littérature, que ce soit dans le traitement des TOC ou dans le traitement de la dépression. Il y en a 3 qu'on retrouve essentiellement. La première, c'est la capsulotomie antérieure. Alors, toutes ces cibles se font à chaque fois de façon bilatérale, où c'est la capsule interne. Ce sont des faisceaux en fait, qu'on est amené à léser, chacun de ces faisceaux étant impliqué dans la physiopathologie des troubles à traiter. Premièrement, donc, capsule au niveau du bras antérieur de la capsule interne. Deuxième cible qui peut être utilisée est la cingulotomie antérieure. Donc, on est sur la partie antérieure du cingulum. Et troisième cible décrite dans le traitement en psychiatrie est la tractotomie sous-codée, donc en dessous du noyau codé. Alors, en ce qui concerne le traitement des TOC, quand on regarde la littérature publiée sur le sujet, nous retrouvons un essai contrôlé randomisé qui, à 1 an, avait des résultats non significatifs qui comparaient une capsulotomie antérieure versus un traitement placebo. Et on retrouve essentiellement des séries de cas, une vingtaine qui ont été publiées et qui représentent au total une grosse centaine de patients TOC. Alors, les limites en termes de comparaison des études est une hétérogénéité des échantillons. Globalement, tous les patients ont des TOC sévères et extrêmement invalidants. Là où il est plus difficile de comparer était que les doses de radiation utilisées étaient différentes. Je parlais tout à l'heure de dosimétrie, que le nombre de tirs réalisés
étaient différents, c'était 1 ou 2 tirs, les cibles étaient différentes et le délai de réponse variable. Quoi qu'il en soit, quand on regarde un peu les niveaux de réponse dans le traitement des TOC, en moyenne, dans ces populations de patients réfractaires, on a un taux de réponse de l'ordre de 54%, avec une variabilité selon les études qui allait de 37 à 80% de patients répondeurs. Quand on regarde la dynamique, la cinétique de réponse, alors ça j'ai pris une étude récente qui étudiait l'effet de la capsulotomie antérieure et qui comparait les patients qui avaient eu 1 tir versus ceux qui avaient eu 2 tirs, peu importe. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le délai de réponse est lent et se fait rarement avant 6 mois, 1 an de traitement, et que cette réponse dans sa cinétique est progressive et se fait sur plusieurs années. On voit que sur cette échelle de temps, les auteurs allaient jusqu'à 3 ans. On avait encore des patients qui s'amélioraient jusqu'à 3 ans après l'intervention chirurgicale. Ça explique probablement que l'essai contrôlé randomisé qui a été négatif à 1 an versus placebo aurait probablement, si l'étude avait été poursuivie, pu s'avérer positif à 2 ou 3 ans après l'intervention chirurgicale. Pour ce qui est du traitement de la dépression résistante, on a des taux de réponse à peu près similaires sur des populations, là encore, assez hétérogènes. Quand on regarde, je n'ai pas de moyenne de réponse, mais en fonction des études, on a entre 21 et jusqu'à 71% de patients répondeurs à la technique par radiochirurgie dans la dépression résistante. Si l'on s'intéresse aux effets indésirables, il y a une jolie revue de la littérature qui a été faite en 2016, qui reprend l'ensemble des effets indésirables qu'ont présenté les patients. Là, on était sur plus d'une centaine de patients. Il faut essayer de retenir. La grande majeure partie des effets sont transitoires, de l'ordre de quelques jours à quelques semaines en post-op, avec une fatigue, des vertiges, des nausées qui peuvent être décrits, plus rarement des cas d'épilepsie ou de confusion, et puis dans certains cas, des moments d'aggravation au niveau des symptômes psychiatriques en termes de dépression, d'anxiété, voire même des phénomènes de manie qui ont pu être décrits. Si l'on se place à plus long terme sur des séquelles définitives, on a des séquelles liées au geste neurochirurgical et des complications en termes de kystes qui peuvent se produire. Pour ce qui est des complications, on va dire, somatiques, c'est essentiellement des céphalées qui peuvent perdurer au long cours, certains déficits cognitifs. Alors, en fonction des séries de cas, ça a pu concerner jusqu'à 6% des patients traités. Et puis, de façon plus importante, là toujours en fonction des séries de cas, il est décrit des prises de poids qui peuvent concerner jusqu'à 40% des patients dans certaines études. Deuxième technique que nous aborderons dans ce volet est la stimulation cérébrale profonde. Alors, c'est une technique qui est plus récente, qui date de la fin des années 90, qui a été mise au point au départ dans le traitement de la maladie de Parkinson et de certains mouvements anormaux. Et puis, dans les années 2000, en 99 pour être plus exact, c'est la première publication dans le traitement des TOC. Cette technique a été utilisée. Alors, la procédure opératoire est plus longue et plus complexe. Là encore, dans un premier temps, il nécessite la pose d'un casque de stéréotaxie. Et là, le but, ça va être de poser des électrodes, là encore bilatéralement, au niveau de plusieurs cibles, encore à l'aide de l'imagerie cérébrale, mais également dans le même temps opératoire, des fois dans un second temps, et poser un stimulateur au niveau de la clavicule qui sera relié à ces électrodes.
Dans un troisième temps, ce stimulateur va être activé et il va y avoir toute une phase de réglage des paramètres de stimulation. Ces électrodes envoient un courant qui vont entraîner une lésion qu'on pourrait qualifier de virtuelle et réversible à l'arrêt du stimulateur. Les cibles qui ont pu être testées, que ce soit dans les TOC ou dans la dépression résistante, sont là encore variables et à ce jour, aucune cible n'a montré une efficacité supérieure par rapport à une autre. Dans le traitement des TOC, plusieurs cibles sont utilisées, le noyau subthalamique, le striatum, le branter de la capsule interne, dont on parlait tout à l'heure en radiochirurgie, et le noyau accumbens. Dans la dépression résistante, c'est les mêmes cibles qui ont pu être testées, avec une spécificité, je dirais, intéressante et plus récente, qui s'attaque au faisceau médian du télencéphale. Voilà à quoi ressemble le système de stimulation cérébrale profonde posé chez un patient. Dans cette diapo, je reprends les résultats d'une revue de la littérature récente sur l'efficacité et les effets indésirables de la stimulation cérébrale profonde dans la dépression. Alors, remarquons donc que ces études sont récentes, ont une dizaine d'années, et que le nombre de patients concernés est de l'ordre de la centaine, là encore. Il n'y a eu aucune étude contrôlée et randomisée dans le traitement de la dépression et également dans le traitement du TOC. Là encore, les populations étudiées sont assez hétérogènes, même si à chaque fois, elles ont le même principe, c'est des patients ultra résistants, réfractaires à toutes les prises en charge antérieures, qui ont pu bénéficier de ces techniques. Alors, quand on regarde les résultats de la stimulation cérébrale profonde, quelle que soit la cible de stimulation, le taux de réponse en moyenne est de 38% à 6 mois, et lorsqu'on se place à 12 mois post-opératoire, 50% des patients répondent au traitement. Quand on regarde les TOC, il y a une méta-analyse en 2015 qui a repris 12 études ouvertes sur à peu près le même nombre de patients que dans la dépression totale, et on retrouvait une efficacité à un an de l'ordre de 60%, donc là encore à peu près similaire à la radiochirurgie. Pour ce qui est des effets indésirables, eh bien, il y a ceux liés au geste chirurgical plus invasif, et également à la stimulation dans un deuxième temps et aux paramètres de stimulation. Alors, ces effets indésirables, en post-opératoire immédiat, ils peuvent être assez sévères, même s'ils sont rares. On a des complications hémorragiques, possiblement de l'ordre de 1 à 2%, des complications épileptiques, et là encore, la possibilité d'infection du matériel chez à peu près 5% des patients. C'était une revue qui reprenait tous les 156 patients qui avaient été traités par stimulation cérébrale profonde dans la dépression. Dans les cas d'infection, il est nécessaire la plupart du temps de retirer le matériel. Dans un deuxième temps, les auteurs se sont intéressés aux complications somatiques et psychiatriques liées à l'activation du système de neurostimulation. Alors, c'est variable selon les cibles, mais d'un point de vue physique, on a essentiellement des complications. Alors, j'ai pris les plus fréquentes, entre 5 et 15% des patients qui ont des complications à type de vertige, céphalée, nausées, troubles de la vision, voire même des sueurs, qui sont à peu près celles qu'on retrouvait dans la radiochirurgie. Également les mêmes complications psychiatriques dans une proportion entre 5 à 8% des patients. L'avantage est que dans ce cas-là, ces complications, certes, sont transitoires et surtout réversibles, parce qu'elles peuvent être modifiées, modulées
en fonction de l'intensité de la stimulation et des paramètres de stimulation qu'on peut tout à fait moduler au cours du traitement. Alors, si l'on compare ces deux techniques dont on a à disposition dans le traitement des TOC et de la dépression résistante, eh bien, pour ce qui est de l'anesthésie générale, elle n'est nécessaire que dans la pose d'un stimulateur cérébral profond. La stimulation cérébrale profonde nécessite également une craniotomie, c'est-à-dire l'ouverture de la boîte crânienne qui se fait de façon bilatérale. Classiquement, on dit que la lésion est réversible pour la stimulation cérébrale profonde, alors qu'elle est d'emblée irréversible pour la radiochirurgie. Je dirais que c'est quand même à moduler. C'est vrai dans les premières années qui suivent l'intervention chirurgicale, mais on peut quand même se demander les effets à long terme d'une stimulation permanente, après plusieurs années au niveau cérébral, et sur leur réversibilité. Pour ce qui est du suivi post-opératoire, eh bien, il est assez simple dans la radiochirurgie et peu fréquent. Grosso modo, les consultations de suivi se font tous les 6 mois. Et pour ce qui est de la pose d'un stimulateur cérébral profond, au départ du moins, elle est extrêmement rapprochée pour arriver, à mettre en place, enfin, à déterminer les paramètres optimaux de stimulation. Ça demande un réglage souvent, on va dire, de précision et qui peut être délicat. Pour le délai d'action, on est à peu près, en tout cas d'action et d'efficacité clinique au niveau des symptômes. Le délai d'action est de l'ordre de 6 à 12 mois dans la radiochirurgie, même si l'effet est immédiat à l'activation du stimulateur cérébral profond. La traduction clinique se fait rarement avant les 6 premiers mois. Et enfin, en termes de coût, le coût reste modéré en termes de gestes et de suivi pour ce qui est de la radiochirurgie. Il est beaucoup plus élevé dans le stimulateur pour ce qui est de la pose d'un stimulateur cérébral profond, que ce soit en termes de dispositif et la plupart du temps, la nécessité de devoir changer la batterie au bout de quelques années d'utilisation. Voilà, la troisième partie abordera la stimulation du nerf vague.